Merci, Monsieur Yano. Alors, Monsieur Dussopt. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, le budget que vous nous présentez aujourd'hui est finalement conforme aux différentes annonces qui ont été faites il y a plusieurs semaines déjà, notamment par le Président de la République à l'occasion de la conférence des déficits publics. Et comme nous vous l'avons déjà dit en commission, c'est un budget qui suscite des inquiétudes et des interrogations au-delà des 2,5 milliards qui composent la mission, puisque l'on sait que le total des relations financières entre l'État et les collectivités approche plutôt 99 milliards. Après que le ministre du Budget l'ait annoncé, vous nous avez confirmé que les dotations aux collectivités seraient gelées et que ça pourrait se traduire, selon le secrétaire général de l'AMF, par une baisse de la DGF, en particulier pour des milliers de communes. Tout est déjà dit quant à la brutalité de votre procédé et de votre politique vis-à-vis des collectivités locales. Vous savez pourtant qu'elles ne sont pas responsables de la situation catastrophique des comptes publics, et nous condamnons cette violence politique à l'égard des collectivités, tout en souhaitant faire ici un certain nombre de points, souligner un certain nombre de points et vous faire part d'un certain nombre de nos interrogations. La première d'entre elles tient à la fusion de la dotation globale d'équipement et de la dotation de développement rural, en une dotation unique d'équipement des territoires ruraux. Cette fusion pose des questions sur le critère d'éligibilité à la dotation, nous l'avons évoqué, sur les périmètres exacts des actions qu'elle pourra financer, et un questionnement fort puisque les crédits alloués à la DETR ne sont pas fixés au niveau de 2010, mais au niveau de 2009, puisque lors de l'examen du budget de l'année dernière, un amendement avait retiré 8 millions au crédit qui était prévu, et donc le gel que vous annoncez sur 3 ans est en vérité un gel qui sera sur 4, voire 5 ans, pour les crédits consacrés au développement rural. Et ce n'est pas la hausse d'environ 50 millions d'euros de la dotation de solidarité rurale qui permettra d'atténuer les risques et les inquiétudes des collectivités. Par ailleurs, le fait que plus de communes et plus d'établissements de coopération intercommunale puissent être éligibles sur un montant gelé depuis déjà 2 ans, ainsi que plus de projets, suscite aussi des inquiétudes sur l'accès à ces financements. Par ailleurs, et c'est mon second point, nous avons entendu que les dépenses des collectivités avaient augmenté et que 40% de cette augmentation entre 1983 et 2008 ne serait pas due au transfert de compétences, mais à une augmentation intrinsèque des dépenses des collectivités locales. Lorsque le gouvernement affirme et annonce ce chiffre, il semble oublier déjà qu'il évoque une période de 25 ans, au cours desquelles l'inflation a été en moyenne assez largement supérieure à 2%, et la hausse mécanique des prix à ce rythme et sur une période aussi longue relativise la hausse affichée. C'est encore plus vrai lorsque l'on sait, et les travaux de l'AMF l'ont montré, que la hausse moyenne de l'indice de prix propre aux collectivités locales est encore plus forte. Par ailleurs, il oublie aussi qu'indépendamment des transferts de compétences, les collectivités ont souvent dû pallier un très fort désengagement de l'État de ses propres compétences et ainsi mettre en place des actions nouvelles. Le troisième point que je souhaite souligner, c'est que lorsque vous affirmez que les dotations de l'État aux collectivités ont augmenté en moyenne de 2,3% par an au cours des 25 dernières années, 3,5% par an sur les 10 dernières années, soulignait le rapporteur spécial, il semble que là aussi vous ayez oublié un élément important, en tout cas oublié de le préciser, le fait que cette hausse des dotations de l'État est en grande partie due à la compensation des allègements de fiscalité locale que différents gouvernements avaient eux-mêmes décidés aux dépens des collectivités et en tout cas de leur autonomie fiscale. Lors de l'examen en commission, vous n'avez pas répondu à notre question sur ce sujet. En 2010, les dégrèvements de fiscalité locale accordés par le gouvernement sur les recettes des collectivités sont de 19 milliards, les compensations d'exonération de 2 milliards, cela représente donc 21 milliards, soit plus de 20% des concours de l'État aux collectivités. Et nous voulons toujours savoir quelle part de la hausse moyenne régulièrement évoquée représente ces différents dégrèvements. Outre ces 3 points, nous avons aussi de sérieuses inquiétudes sur d'autres aspects du PLF qui touchent directement aux collectivités locales et que nous avons aussi évoqués en commission des lois la semaine dernière. L'article 65 du projet de loi de finances prolonge le dispositif d'exonération dans les ZRR et l'étend à la reprise d'entreprise, mais l'article 88 vient réduire les avantages accordés et les limites aux entreprises et aux associations pour au maximum 10 salariés. Cela est particulièrement dangereux pour le secteur associatif du service à la personne, que ce soit pour les associations salariant des aides à domicile que pour les établissements d'accueil de personnes âgées. Et cet effet négatif sur ce secteur économique sera encore plus important avec l'article 90 qui, lui, diminue les exonérations pour les particuliers ayant recours à ce type de service. Là aussi, nous souhaiterions savoir ce que le gouvernement envisage au titre des articles non rattachés pour répondre à cette question. Par ailleurs, et pour rappel, la baisse de 12% des crédits d'intervention de l'État dans le domaine de la politique de la ville, et mon collègue Pupponi l'évoquait un instant, notamment via les crédits d'intervention dans les CUX, annoncés par une lettre de cadrage du directeur de l'Agence de cohésion sociale et d'égalité des chances
le 17 septembre dernier, est aussi un signe de baisse des moyens et de risque d'étranglement des collectivités. Je ne vous cache pas, Monsieur le Ministre, qu'il sera difficile au gouvernement d'apporter des réponses véritablement rassurantes. Et ce, pour une raison simple, il n'y a rien en l'état, dans les textes, qui puisse rassurer les élus locaux sur l'avenir et les moyens dont disposent leurs collectivités. Par ailleurs, l'incertitude et le flou incroyable dans lequel sont décidées les politiques d'abattement des communes et des EPCI à la suite du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation anciennement perçue par les conseils généraux viennent renforcer ce sentiment d'inquiétude et d'incertitude. Le rapporteur de la commission des finances lui-même s'y perd et vous a interrogé à ce sujet-là. Comme cela a été déjà évoqué, personne ne peut oublier le contexte législatif dans lequel nous examinons ce projet de budget pour 2011. La réforme des collectivités locales, dont l'examen en commission mixte paritaire a eu lieu mercredi 3 novembre, est un réel sujet d'inquiétude et d'incertitude. D'une part, car le texte adopté mercredi fait si peu cas du travail du Sénat que rien en réalité ne garantit que ce dernier pourra l'adopter. Si la part minimale apportée par la collectivité maître d'ouvrage a été ramenée à 20% pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, les principaux problèmes restent. Outre le non-sens de certaines dispositions, et je pense notamment au conseil territorial, la principale inquiétude est que pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants et les communautés de communes de plus de 50 000, il ne sera plus possible de cumuler une aide de la région et du département après 2015, sauf si le schéma de répartition de compétences entre la région et le département prévu à l'article 35 bis le prévoit de manière explicite. C'est là une belle usine à gaz et en tout cas un objectif absolument pas atteint en matière de clarification et de simplification. Nous l'avons dit, ce point-là nous est particulièrement préoccupant puisqu'il concerne en particulier des communes assumant des fonctions de centralité. Monsieur le secrétaire d'État, les élus locaux ne sont pas dupes et mon collègue de Rosier l'évoquait à propos des départements. Ils savent que derrière l'improvisation de certains débats, l'impréparation de certains textes se cache en vérité une véritable entreprise politique, une action globale faite de plusieurs épisodes. La non-compensation des charges transférées aux collectivités lors de l'adoption des lois Raffarin, les effets encore difficiles à mesurer de la suppression de la taxe professionnelle, dont on sait désormais qu'elle fait des ménages la seule variable d'ajustement de la fiscalité locale, les désengagements successifs de l'État en matière d'éducation, de sécurité, de trésor public, la modification des règles déterminant les zonages, que ce soit pour les ZRR ou les AFR, tout cela trouve sa place dans une action globale d'asphyxie des collectivités locales. Et à propos de fiscalité locale, en écoutant notre collègue Charles de la Verpillière, je me disais que si les contribuables nationaux et locaux ne faisaient qu'un, comme il le disait, au regard de l'augmentation des taxes locales dues aux décisions de l'État, les contribuables locaux apprécieront à leur juste valeur la promesse de non-augmentation des impôts faits par l'État et par le gouvernement. En réalité, la réforme des collectivités que j'évoquais et la violence budgétaire dont vous faites preuve à l'égard des collectivités ne sont finalement que des coups de grâce portés à ce formidable outil de politique publique construit avec la décentralisation. Tout au long du débat sur les retraites que nous avons achevé il y a peu de temps, le gouvernement a cité des exemples étrangers et multiplié les références à des politiques et à d'autres pays pour justifier sa politique et sa réforme. Vous me permettrez donc de faire le même exercice en qualifiant votre politique au niveau des collectivités locales de thatchérienne. En effet, ce projet pour les collectivités locales est profondément libéral et inspiré des réformes locales des conservateurs britanniques au début des années 80. Il peut être défini en quelques points. D'abord, des territoires en concurrence les uns avec les autres, avec une péréquation qui, si elle avance, est réduite au rôle de faire valoir sur les questions des dotations, mais ne portant en réalité que sur une part très faible des richesses et des recettes. Des territoires qui sont aussi mis en concurrence systématiquement au travers des appels à projets et autres outils de sélection et d'opposition les uns aux autres. Au final, chaque territoire est renvoyé à son seul potentiel économique et plus encore à la richesse moyenne des ménages qui le peuplent, dans la mesure où une part croissante de la fiscalité des collectivités reposera désormais sur les ménages et qu'il sera nécessaire de compenser un certain nombre de pertes de recettes. Ensuite, des élus privés de légitimité, avec la création d'un élu cumulant des fonctions régionales et départementales sans véritable lisibilité et avec moins de proximité. Un élu au rôle confus et illisible qui aura du mal à trouver sa place face à un appareil d'État repris en main et politisé, et il n'y a qu'à observer pour cela la sociologie du corps préfectoral et les changements intervenus depuis presque 3 ans pour le constater. Dans le même temps, cet appareil d'État se renforce avec de nouvelles prérogatives, la création d'agences et d'autorités administratives indépendantes de tous sauf du pouvoir central. Là aussi, c'est une reprise du modèle thatchérien des années 80 et un dessaisissement des élus au profit de l'administration. C'est enfin une logique du low cost, au détriment du service rendu, avec la baisse des dotations, la réduction des effectifs, la révision générale des politiques publiques, tout est prétexte et cause d'une dégradation de la qualité des services rendus aux usagers et un véritable déménagement du territoire avec une concentration des services publics sur les seules zones urbaines. Sous prétexte de réduire la dépense publique, vous cassez en réalité la ressource publique et remettez en cause la qualité des services rendus au public. C'est donc bien une réforme profondément libérale et injuste, néoconservatrice diront certains, qui est mise en œuvre aujourd'hui. Vous l'avez compris, nous ne voterons pas les crédits de cette mission budgétaire et nous ne cautionnons pas la politique que vous menez pour les collectivités locales.
Elle ne correspond pas aux attentes des élus, elle ne correspond pas aux attentes des territoires ni des citoyens. Gageons que l'avenir nous permette de renouer un lien de confiance entre un État décentralisateur et solidaire, des collectivités véritablement armées pour être utiles et pérennisées au service des concitoyens, un contrat de confiance, un bouclier de services publics dans les territoires en difficulté et au final une vraie péréquation. Nous en sommes encore trop loin. Au-delà de cette orientation politique globale que j'évoquais, l'effet cumulé de votre politique budgétaire annoncée comme étant pluriannuelle et de la réforme des collectivités sera au contraire un véritable étranglement des collectivités locales. Celles-ci représentent moins de 10% du total de la dette publique. Elles ont exercé des missions que l'État n'assure plus. Elles doivent faire face à des besoins sociaux croissants, à une demande de services accentuée par les désengagements de l'administration centrale. Or, aujourd'hui, elles sont considérées et traitées comme les responsables de la crise des finances publiques. Les responsables ne sont pas elles, mais l'État. La mission budgétaire que vous nous présentez aujourd'hui est l'illustration finalement d'une politique injuste et dangereuse pour l'économie, lorsque l'on sait que les collectivités représentent plus de 70% de l'investissement public. Notre collègue Piron disait tout à l'heure gouverner, c'est choisir. Nous souhaitons faire le choix de l'investissement, le choix du développement, et pour cela, les collectivités locales ont besoin de moyens. Je finis en le répétant, nous nous opposons à votre politique, et par conséquent, nous voterons contre l'adoption des crédits de cette mission budgétaire. Merci, monsieur.